just a few hours at midnight, the federal government is expected to shut down. It will be the first government shutdown since the last time Donald Trump was president. A new poll by NPR, PBS, and Marist shows that if the government does shut down tonight, which we fully expect, Americans would blame Republicans more than Democrats, with 38% of respondents blaming Republicans, 27% blaming Democrats, and 31% blaming both parties. Meanwhile, the president today said from the Oval Office that Democrats are to blame, warned that he would use a shutdown to his political advantage. Derrière chaque gros titre qui fait la une de l'actualité politique aux États-Unis se cache une bataille silencieuse, profonde et presque toujours invisible aux yeux du grand public. Au milieu de l'avalanche de déclarations contradictoires, de la mise en scène de disputes artificielles et des discours préparés pour plaire à des électeurs désorientés, beaucoup de gens ne savent plus à qui faire confiance. Mais ceux qui subissent directement les conséquences concrètes des décisions prises dans les cabinets fermés, ceux qui constatent l'augmentation du prix des denrées alimentaires, la disparition d'avantages sociaux essentiels, l'affaiblissement de leur propre dignité, savent que tout cela n'est pas un spectacle, c'est une question de survie. Et ce qui vient de se passer avec l'effondrement progressif de la stratégie politique de Donald Trump expose non seulement l'épuisement de sa figure publique, mais révèle également les profondes fissures d'un système qui insiste pour se protéger, même au détriment de la vérité et de l'espoir du peuple. Au cours des dernières semaines, Trump a tout risqué. Il a tenté de saboter la gouvernance, de faire pression sur les dirigeants du Congrès, de manipuler sa base électorale avec des discours alarmistes, et surtout, il a cru pouvoir faire plier les démocrates avec des menaces voilées. Il misait sur l'hésitation des modérés, la loyauté aveugle de ses alliés et la paralysie stratégique qui domine souvent Washington en temps de crise. Mais cette fois-ci, quelque chose n'a pas suivi le scénario prévu. La défaite de Trump ne s'est pas traduite par des affrontements ouverts ou des déclarations fracassantes. Elle est arrivée lentement, avec l'érosion continue du soutien interne et la croissance inattendue d'une aile progressiste au sein même du Parti démocrate. Lorsque le noyau centriste du parti a reculé, croyant garantir un accord qui éviterait des affrontements plus importants, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Trump n'en est pas sorti renforcé. Il a été exposé. La crainte qui entourait son nom dans les couloirs du pouvoir a laissé place au mépris, à l'ironie et finalement à l'indifférence. L'ancien président tente toujours de maintenir la façade. Il continue de publier des messages enflammés, de menacer ses adversaires, d'affirmer qu'il est aux commandes. Mais la vérité qui résonne dans les coulisses est tout autre. Les républicains eux-mêmes ont commencé à prendre leur distance. Des personnalités qui se disputaient auparavant la vedette à ses côtés évitent aujourd'hui toute association publique avec lui. Et des figures de l'élite conservatrice s'activent déjà pour combler le vide laissé par sa perte d'influence. Dans ce contexte, un nom recommence à apparaître avec une force symbolique et politique. Alexandria Ocasio-Cortez. La députée, qui est restée discrète pendant l'impasse du shutdown, est désormais la cible d'une pression publique croissante. Des millions de personnes, dans les rues et sur les réseaux sociaux, lui demandent de défier la direction vieillissante et discréditée du Sénat, incarnée par Chuck Schumer. Il ne s'agit pas seulement d'une critique du président. C'est un soulèvement contre toute une génération de politiciens qui ont échoué à protéger le peuple et ont permis à Trump d'étendre son emprise pendant trop longtemps. La réaction de la base progressiste a été intense, et elle ne se limite pas aux mots. La déception envers les démocrates centristes qui ont cédé à des moments cruciaux s'est transformée en mobilisation. AOC, avec une seule publication parlant d'empathie, d'engagement et de vérité, a ravivé le feu que beaucoup pensaient éteint. Ce n'était pas une annonce officielle de candidature, mais c'était un message clair. Les temps ont changé. Ceux qui ont pris l'habitude d'agir sans rendre de compte se retrouvent désormais acculés par une nouvelle force qui ne craint pas les confrontations. Chuck Schumer, malgré son apparence de stabilité, sait que son leadership ne tient qu'à un fil.
Et il sait aussi que si Ocasio-Cortez décide de l'affronter, elle aura non seulement les votes, mais aussi le cœur d'une génération qui veut un réel changement, et pas seulement de nouveaux visages répétant les mêmes erreurs. D'ailleurs, permettez-moi de vous poser une question directe. Avez-vous aussi l'impression que tout est détraqué, que la politique est devenue un théâtre mal écrit, où le peuple n'entre en scène que pour applaudir des décisions prises sans sa participation? Que les dirigeants qui devraient nous protéger se cachent derrière des promesses vides et des accords inexplicables? Si cela vous a déjà traversé l'esprit, écrivez-le ici dans les commentaires. Non pas comme quelqu'un qui se confie seul, mais comme quelqu'un qui partage sa résistance. Votre voix peut être le signe dont quelqu'un avait besoin pour réaliser qu'il n'est pas isolé. Chaque commentaire ici construit un réseau de conscience. Un réseau qui grandit, qui questionne, qui transforme. Et si vous souhaitez continuer à suivre cette transformation de près, avec courage et sans filtre, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste de soutien, c'est une affirmation que la vérité compte toujours et que votre indignation trouve un écho. Vous n'êtes pas seul, nous sommes ensemble dans cette aventure. Pour en revenir à la situation politique, la capitulation des démocrates modérés a eu un effet secondaire dévastateur, leur propre insignifiance. Ce qui a commencé comme une tentative de protéger le fonctionnement institutionnel s'est terminé par un geste de reddition qui coûtera cher. Des personnalités considérées comme intouchables sont aujourd'hui confrontées à des critiques impitoyables. Elles sont remises en question par de jeunes militants, des leaders communautaires et même des électeurs qui votaient auparavant pour elles, faute de meilleures options. Le décalage entre ces représentants et la réalité des quartiers populaires est devenu insupportable. Alors qu'ils tentent de justifier leur choix par des explications tièdes dans des émissions de télévision, la population exige des actions et la vérité. Et le renouveau a déjà commencé. Il vient des marges. Il vient avec force. Il vient avec colère et détermination. Il vient de personnes qui en ont assez de demander la permission et qui exigent désormais de passer. Au Nevada, par exemple, 2 leaders latinos ayant une expérience dans les mouvements sociaux ont commencé à être sollicités par des électeurs progressistes. Des gens ordinaires qui n'auraient jamais imaginé se lancer dans la politique sont convaincus que cela vaut la peine d'essayer, parce qu'il y a désormais un soutien. Il y a une structure. Il y a des financements provenant d'artistes, de personnalités politiques respectées comme Bernie Sanders, et de milliers de donateurs qui veulent des campagnes honnêtes, combatives et transparentes. Le vieux Parti démocrate, habitué à flirter avec les grandes entreprises et Wall Street, commence à ressentir le poids d'une génération qui n'accepte plus les concessions. Une génération qui ne doit aucune faveur, qui ne veut pas être célébrée, mais qui veut changer les règles du jeu. Et elle le fera avec ou sans l'autorisation de la direction. Mais si tout cela semble déjà être un revirement radical, il reste à mentionner l'un des éléments les plus symboliques de ce nouveau jeu d'échecs, Adelita Grajalva. Son nom est encore inconnu de beaucoup, mais pas pour longtemps. Elle ne représente pas seulement un siège de plus à la Chambre des représentants. Elle représente le revirement d'un vote crucial. Le vote qui pourrait débloquer les archives secrètes liées à l'affaire Jeffrey Epstein. Pendant des semaines, l'actuel président de la Chambre, Mike Johnson, a utilisé toutes les ruses possibles pour retarder son entrée en fonction. Il espérait qu'une élection spéciale dans l'État du Tennessee renverserait la composition de la Chambre. Mais son plan n'a pas fonctionné. Et maintenant, en acceptant la fin du blocage budgétaire, Johnson sera contraint de l'investir. Et cela change tout. L'entrée d'Adelita Grajalva au Congrès inaugure une nouvelle phase. Elle arrive avec sur les épaules les attentes de milliers de personnes qui réclament justice. Sa simple présence oblige déjà le Congrès à traiter un sujet que beaucoup préféraient enterrer à jamais. Et en rouvrant le débat sur les dossiers de l'affaire Epstein, elle place tous les pouvoirs sous les feux de la rampe. Il ne sera pas possible de l'ignorer, ni de discréditer sa force, car elle ne vient pas seule. Elle est portée par la force de la vérité qui a été réduite au silence pendant des années. Et maintenant, elle frappe à la porte du pouvoir avec une demande simple.
Que justice soit faite, aussi inconfortable que cela puisse être. Si vous pensez encore que tout cela n'est qu'une variante de la même vieille histoire, détrompez-vous. Le plan de Donald Trump n'a pas échoué par manque d'alliés. Il s'est effondré parce que son auteur lui-même croyait être au-dessus de la réalité. Il se croyait invincible, maître du jeu. Mais il a oublié l'essentiel. Quand le peuple se réveille, personne ne peut le rendormir. Pendant des années, Donald Trump a été le maître de cérémonie d'une ère politique fondée sur le spectacle. D'un simple geste, d'une phrase provocatrice ou d'une attaque calculée, il était capable de changer le cours de la couverture médiatique, de dicter le ton du débat national et de maintenir tout le monde, allié et opposant, en orbite autour de lui. Mais aujourd'hui, le rideau commence à se fermer. Et ce que l'on voit, ce n'est pas un génie stratégique, mais un homme encerclé par les conséquences du chaos qu'il a lui-même cultivé. Le silence gênant de ses anciens défenseurs, la distanciation tactique des sénateurs et gouverneurs républicains et l'absence de foule spontanée révèlent un scénario de vide, un processus lent mais irréversible, d'érosion symbolique. Trump ne dicte plus le rythme, il essaie de suivre. Et chacun de ses gestes semble être une tentative désespérée de prouver qu'il compte encore. L'effondrement de son plan visant à instrumentaliser le shutdown pour se repositionner en héros national a non seulement échoué, mais l'a entraîné au cœur d'une crise plus profonde, celle de son propre héritage. Le mouvement qui promettait autrefois de restaurer la grandeur des États-Unis est désormais associé à la paralysie institutionnelle, à la radicalisation incontrôlée et à un gouvernement dysfonctionnel. Les slogans qui enflammaient les foules se sont vidés de leur sens face à une réalité de plus en plus dure. Inflation, exclusion, scandale, enquête. Les promesses se sont perdues au milieu de la bureaucratie et de la violence verbale. Et ce qui reste, ce n'est pas du leadership, c'est la ruine. Alors que Trump s'essouffle, de nouveaux noms gagnent en importance. Mais pas parce qu'ils souhaitent lui succéder dans le même jeu, mais parce qu'ils proposent de renverser la table. Des leaders comme Alexandria Ocasio-Cortez et Adelita Grajalva ne s'imposent pas par la force de leur rhétorique, mais par la légitimité dont elles sont investies. Elles ne parlent pas pour plaire. Elles parlent parce qu'elles sont les porte-paroles d'une douleur collective. Elles représentent l'indignation de ceux qui ont été ignorés pendant trop longtemps. Elles représentent le désir de rompre le pacte tacite entre les deux grands partis, ce pacte qui échange la justice contre la commodité, la vérité contre la stabilité. Et c'est pourquoi elles effraient tant les puissants, de l'aile trumpiste à la vieille garde démocrate. Dans les couloirs du Capitole, l'ambiance n'est plus celle d'un jeu politique, c'est celle de la survie institutionnelle. La constatation dérangeante qu'un nouveau cycle a commencé sans l'autorisation de l'establishment. Et si Chuck Schumer croit encore pouvoir contrôler le discours, le tollé croissant en faveur de son remplacement prouve le contraire. L'appel lancé à AOC pour qu'elle affronte son leadership n'est pas symbolique, elle est stratégique. C'est l'annonce que la patience est à bout. Et que si les démocrates n'ont pas le courage de renouveler leur propre structure, ce renouvellement viendra par la force du vote populaire, avec ou sans l'aval de la direction. Dans les coulisses républicaines, la tension est également visible. Des sources proches du Comité national admettent que les taux de rejet de Trump dans des domaines stratégiques ont explosé. Ce qui était auparavant un contrôle absolu est devenu une marge d'erreur. Ce qui était un soutien inconditionnel est devenu un calcul. Les candidats républicains au Congrès ont déjà commencé à peser leurs mots, évitant de lier leur campagne à l'ancien président. Et les stratèges, qui auparavant dessinaient chaque étape aux côtés de Trump, tracent désormais des voies de sortie. C'est la logique de la survie, et elle n'épargne même pas ses créateurs. Mais ce qui scelle véritablement ce tournant historique, c'est ce qui se passe dans les bases populaires. Un mouvement qui ne dépend pas de la télévision, qui n'attend pas l'approbation institutionnelle, qui ne se plie pas aux conventions.
Un mouvement de familles qui ont tout perdu, de travailleurs qui soutiennent l'économie avec des journées épuisantes et des salaires humiliants, de jeunes qui croulent sous des dettes impossibles à rembourser avant même d'avoir trouvé un emploi décent. Des gens qui ont vu les puissants se protéger dans des palais de verre tandis que le monde réel s'effondrait. Aujourd'hui, ces voix ont trouvé des moyens de s'exprimer. Elles ont trouvé des représentants et elles ont trouvé une raison de croire à nouveau. La possibilité de reprendre le pouvoir qui leur a toujours été promis, mais jamais accordé. Adelita Grajalva est le symbole de ce tournant. Son arrivée au Congrès marque le début d'une nouvelle étape. Elle ne représente pas seulement une rupture avec le conservatisme républicain, mais aussi un défi frontal au conformisme démocrate. Son vote sur l'ouverture des archives de l'affaire Epstein n'est pas un détail procédural, c'est un séisme moral. Et en confrontant des intérêts obscurs gardés secrets pendant des décennies, elle montre que la peur a changé de camp. Pour la première fois depuis longtemps, les puissants se retrouvent acculés. Non pas parce que quelqu'un les a dénoncés à la télévision nationale, mais parce qu'une personne suffisamment légitime est sur le point de les obliger à affronter la vérité. Le plus effrayant, pour ceux qui ont toujours contrôlé le jeu, n'est pas la possibilité d'une défaite électorale. C'est la perte du monopole sur le récit. C'est la fin de l'illusion selon laquelle la politique se fait uniquement avec des alliances, des dons millionnaires et des discours préparés. Cette nouvelle génération ne comprend pas seulement le langage de la rue, elle vient de la rue. Elle sait ce que c'est que d'attendre un examen dans le système de santé publique. Elle sait ce que c'est que d'être expulsée. Elle sait ce que c'est que d'avoir peur de la police, et c'est précisément pour cela qu'elle s'exprime avec une autorité qui ne s'achète pas avec de l'argent et ne se simule pas dans des vidéos de campagne. Le mouvement qui naît aujourd'hui ne veut pas seulement gagner, il veut reconstruire, il veut défaire des décennies d'accords qui ont profité à quelques-uns et laissé des millions de personnes sur le bord de la route. Et il ne veut pas le faire petit à petit, il veut le faire de toute urgence. Parce qu'il sait que l'horloge de la justice sociale est déjà très en retard. Il ne s'agit pas d'un programme gouvernemental, il s'agit d'une révolution comportementale. Un nouveau code politique où la loyauté va au peuple et non au maintien du pouvoir. Donald Trump, qui a si souvent dominé la scène politique avec des phrases percutantes et des menaces calculées, voit maintenant le jeu lui échapper des mains. Ce qu'il voit n'est plus une armée fidèle. C'est un public de plus en plus restreint, de plus en plus apathique, de plus en plus méfiant. Il parle encore, mais peu l'écoutent attentivement. Il se pose encore en leader. Mais même ses alliés sourient sans y croire. Et dans le miroir du pouvoir, Trump ne reconnaît plus son reflet. Le pays, lui, a changé, et ce changement est irréversible. L'empire de contrôle symbolique que Donald Trump a bâti pendant près d'une décennie ne s'est pas effondré à cause d'un seul scandale ou d'un procès public dévastateur. Il s'est effondré à cause de la somme de petites défaites, les micro-fractures, les trahisons silencieuses, l'érosion lente de l'aura d'invincibilité qui l'entourait. L'effondrement d'un mythe ne se produit jamais de manière spectaculaire. Il se désagrège lorsque le silence des alliés devient plus assourdissant que les insultes du leader. Et c'est ce qui est en train de se passer. Dans les coulisses du pouvoir, dans les rédactions, dans les comités républicains des États, la question n'est plus de savoir si Trump va perdre son influence, mais quand. Et le plus troublant pour lui, c'est que la réponse échappe à son contrôle. Le vent a tourné. Et la politique américaine, malgré toute sa lenteur institutionnelle, commence à bouger sous l'impulsion populaire et non plus sous l'impulsion des calculs partisans. Les élections de mi-mandat ne portent plus sur l'équilibre entre les partis. Elles sont une sorte de référendum moral sur ce qui reste du pays après des années de promesses vaines et de polarisation toxique. Les électeurs ne recherchent plus des dirigeants expérimentés à Washington. Ils recherchent des survivants, des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, qui comprennent ce que c'est que de manquer de nourriture, de perdre son emploi, de devoir choisir entre les médicaments et le loyer. C'est pourquoi des noms comme Adelita Grajalva mettent tellement mal à l'aise des gens comme Mike Johnson et Donald Trump.
parce qu'ils représentent l'antithèse de tout ce qu'ils défendent, une politique faite pour protéger les privilèges. Grijalva représente un vote, certes, mais c'est un vote qui s'accompagne d'une mémoire collective qui fait peur, parce qu'elle n'oublie pas, et elle promet de ne pas pardonner. Dans les quartiers les plus pauvres, dans les villes oubliées par les grands projets fédéraux, ce mouvement de renouveau radical est en pleine effervescence. Ce sont des rencontres dans des églises, des réunions dans des garages, des retransmissions en direct faites avec de vieux téléphones portables et des espoirs renouvelés. Des gens qui, pendant des années, ont été utilisés comme statistiques sont désormais devenus des protagonistes. Et aucun parti ne peut plus contrôler cela. Parce que le langage a changé, l'ordre du jour a changé, l'urgence a changé. Il ne s'agit plus d'augmenter ou de diminuer les impôts, de supprimer ou de maintenir des avantages sociaux. Il s'agit de survie, de dignité, de vie ou de mort. Le nouveau discours progressiste ne vient pas des universités, il vient des files d'attente au chômage, des unités de soins intensifs bondées, des salles de classe qui fuient. C'est une politique qui saigne et qui, pour cette raison même, a un réel pouvoir de mobilisation. La tentative de Trump de se repositionner comme victime du système échoue également dans ce nouveau contexte. Car désormais, le peuple a compris la différence entre être persécuté et être confronté. Trump n'est pas réduit au silence. Il est tenu responsable. Il n'est pas exclu. Il est enfin mis à contribution. Et cette différence, bien que subtile dans la forme, est dévastatrice dans le fond. Car pour la première fois, le discours de la persécution ne tient plus la route. Il ne suscite plus l'émotion, il ne mobilise plus les foules, et ceux qui continuent de crier son nom le font avec lassitude, par automatisme, avec une nostalgie vide qui ne trouve aucun écho dans les problèmes actuels. Le pays a changé, et la rhétorique de Trump est restée figée en 2016. Pendant ce temps, la jeune garde du Parti démocrate articule l'un des mouvements les plus audacieux de ces derniers temps. Prendre le contrôle du parti de l'intérieur. Pas par la violence, mais par des votes, des campagnes bien organisées et le courage de dire en public ce que tout le monde commente en privé. Que la modération n'a sauvé personne. Que les concessions faites aux milliardaires n'ont pas apporté la prospérité. Que les accords en coulisses n'ont pas garanti la stabilité. La nouvelle génération de dirigeants ne veut plus de postes, elle veut une rupture, elle veut faire table rase et reconstruire avec des valeurs différentes. Et elle est pressée, car elle sait que chaque cycle électoral perdu est une génération condamnée au désespoir. La tension au sein du Congrès reflète ce processus. Ce qui était autrefois une stabilité institutionnelle est désormais une instabilité politique masquée par des discours polis. Les sessions législatives, autrefois ignorées du grand public, sont devenues des espaces de surveillance populaire. Chaque vote est documenté, chaque absence est sanctionnée. Chaque alliance incohérente est viralisée sur les réseaux sociaux. Les anciens chefs se sentent acculés, non pas parce que l'opposition les attaque, mais parce que leurs propres électeurs les ont abandonnés. Et en période de méfiance généralisée, personne ne survit seul. Dans ce contexte, Trump est devenu le symbole de ce que le système a produit de pire. Un populisme toxique, un autoritarisme déguisé en sincérité et des promesses transformées en cauchemars. Il a tenté de représenter le peuple, mais il a construit des murs. Il a tenté de restaurer l'économie, mais il a favorisé les grandes entreprises. Il a tenté de se vendre comme authentique, mais il a vécu de mensonges. Et maintenant, son image s'effrite. Non pas sous l'action de la gauche, mais sous le poids de sa propre usure. Il est devenu un produit périmé, une icône qui, comme tant d'autres dans l'histoire américaine, a été engloutie par la rapidité des changements sociaux. L'affaire Epstein, autrefois considérée comme un tabou politique, devient aujourd'hui un tournant. Non seulement en raison des révélations qui pourraient être faites, mais aussi en raison du symbolisme du moment. La présence d'Adelita Grijalva lors du vote final n'est pas un hasard. C'est une justice poétique. C'est le système qui est contraint d'écouter ceux qu'il a toujours tenté de réduire au silence.
Et même s'il tente de repousser l'inévitable, rien ne peut empêcher la vérité de traverser les couloirs du Congrès. Le peuple observe et surtout, il attend. Non pas passivement, mais avec exigence. À ceux qui doutent encore de la profondeur de cette transformation, il suffit d'observer les mouvements sociaux qui gagnent en puissance sans argent, sans publicité, sans parrainage. Ils grandissent parce qu'ils sont réels, parce qu'ils parlent de questions concrètes, parce qu'ils offrent quelque chose qu'aucune campagne millionnaire ne peut simuler, l'appartenance. Et c'est cette appartenance qui redéfinit la politique américaine. L'ère de la peur touche à sa fin. Et avec elle, le temps où un homme pouvait contrôler une nation avec un tweet.